pour Luçon. Alors, on va commencer, il est 19h15, heure de Paris, au cas où il y a des gens qui nous rejoignent d'autre part. Donc, bonsoir à tous et bienvenue. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous avoir ce soir avec nous. Donc, on va vous présenter l'association Parle, je t'écoute, qui est une association basée en Haute-Savoie sur le harcèlement scolaire. On va vous expliquer le pourquoi et le comment de cette association. On va vous expliquer aussi les fondements et les luttes contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Donc, pour ce soir, comme je l'ai déjà dit en début de réunion, n'hésitez pas à nous partager vos remarques, vos questions sur le chat par écrit tout au long de la réunion. Parce qu'en fin de réunion, on aura un moment dédié au débat, à l'échange, aux questions, à la discussion. Donc, si vous avez pendant la présentation des questions qui vous viennent, n'hésitez absolument pas à les partager sur le chat. Ou alors, vous aurez la liberté également de nous les communiquer par oral, en parlant tout simplement. Il suffit simplement après, enfin, d'appuyer sur l'onglet réaction et de nous faire un petit coucou comme ça. Et comme ça, on pourra vous donner la parole, histoire, s'il y a 10 personnes qui veulent parler en même temps, histoire qu'on se fasse ça correctement et dans une bonne ambiance. Voilà, donc Nicoletta nous a rejoint, donc c'est très bien. Donc voilà, donc je vais vous présenter l'association. Donc comme je vous ai dit, on est très très heureux de vous accueillir ce soir. On va vous informer sur plusieurs thématiques en lien direct avec le harcèlement scolaire. On ne pourra pas tout couvrir malheureusement par manque de temps. On en a sélectionné qui, à nos yeux, sont les principales. Et puis après, mais on verra. N'hésitez pas si vous avez des questions, même après la réunion, à revenir vers nous via les réseaux sociaux, par email, par chat, comme vous voulez. Voilà, alors, on continue. Donc, l'association Parle, je t'écoute. Qui sommes-nous? Donc, nous sommes une association de loi 1901 fondée en 2019, en juin 2019, en Haute-Savoie, par Nicoletta, notre présidente. Nicoletta, si tu peux faire un petit coucou à la caméra pour t'identifier, s'il te plaît. Juste un signe de la main. Donc, elle est sous Titi Titi, ce qui n'est pas son vrai prénom. Donc, Nicoletta a créé cette association à la suite du harcèlement scolaire qu'a subi son fils aîné pendant 4 ans à l'école primaire. À l'époque, elle se heurte avec son mari au manque de soutien, d'information et d'écoute sur la situation vécue par ses enfants au sein de leur établissement scolaire. À court de solutions et après des mois sans résultat concret, avec pour seule solution proposée par l'école dans laquelle ses enfants étaient scolarisés de changer d'établissement scolaire, Nicoletta décide de mettre sa frustration, sa colère au service des familles qui subissent les mêmes épreuves qu'elle et a décidé de créer l'association Parle, je t'écoute. Donc, elle s'est entourée de proches, d'amis, de gens rencontrés au cours de sa route qui ont tous été touchés de près ou de loin par le harcèlement scolaire. Et c'est ce qui fait la richesse de cette association, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont un cœur énorme et qui sont là pour aider avec leurs moyens, avec leur formation, leurs compétences, leurs qualités. Et on met tous nos qualités, nos compétences au profit de cette association pour venir en aide aux victimes, aux harceleurs, aux familles, etc. Donc, l'association est uniquement animée par des bénévoles qui ont tous des obligations professionnelles et personnelles, et ce qui fait qu'on fait tous au mieux, au maximum, selon le temps dont nous disposons. Nous accueillons toujours avec plaisir de nouveaux bénévoles, quelle que soit leur zone géographique. Nous sommes très sollicités par les établissements scolaires et sur le plan national, nous manquons cruellement d'intervenants. Donc, nous pouvons les former pour ces interventions. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes susceptibles de l'être. C'est très important. Toute bonne volonté est toujours bonne à prendre, à tous les niveaux d'ailleurs, intervention ou autre chose. Nous tenons également à remercier la mairie de Douvaine, qui est donc la commune où est située l'association en Haute-Savoie, la région Rhône-Alpes-Auvergne, Hugues Facora, Maëlle Lapierre, la Foire Fouille à Mas et tous les membres. Pardon. Donc, quelle est la mission de l'association? On va revenir en arrière.
L'association a pour mission de proposer un espace bienveillant dans lequel les victimes de harcèlement scolaire, direct et indirect, peuvent s'exprimer librement. Nous sensibilisons également aux conséquences que cette forme de harcèlement peut avoir sur les victimes et leur entourage. Il n'y a pas uniquement la victime qui peut être impactée, les familles également. Si la situation géographique ne nous permet pas de nous rencontrer, nous proposons également des accompagnements par téléphone, en rendez-vous ou par Zoom également, selon les préférences bien sûr de tout à chacun. Donc ce soir, nous allons aborder plusieurs thèmes. L'agenda de la soirée. Donc une introduction sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement qui sera présentée par Nicoletta, donc notre présidente, et par Alex. Nous aurons les conséquences psychologiques et juridiques qui seront présentées par Georgetta. Georgetta, si tu peux nous faire un petit coucou. Nous avons ensuite les conséquences juridiques qui nous seront présentées par Antonio. Et les outils solutions qui seront présentés par Marie. Merci Marie. Nous aurons également la chance d'avoir le témoignage de Guy. C'est adorable de sa part d'avoir accepté ce soir de témoigner. Et ensuite, donc, nous clôturerons la réunion par cette discussion et ce débat, cet échange, voilà. Donc, les intervenants, je vous les ai présentés rapidement tout à l'heure. Donc, on a Nicoletta, notre présidente. On a Marie qui va intervenir ce soir pour nous proposer des outils et des solutions. Georgetta, qui est la cofondatrice de l'association, qui est... je ne vais pas tout dire, hein, vous présenterez aussi un petit peu tout à l'heure, parce que sinon, après, ce ne sera pas drôle. Donc, moi, votre humble serviteur, voilà, qui est secrétaire de l'association. Moi, je suis assistante de direction dans la vie de tous les jours. Mimido, qui est notre coprésidente. Alex, qui est là ce soir aussi, voilà. Antonio, qui est notre trésorier, et accessoirement mon mari. Et Laurie, notre webmaster. Voilà. Donc, je vais passer le micro à Nicoletta et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Bonsoir à vous tous et toutes et merci d'être avec nous ce soir. Merci pour votre temps et pour votre disponibilité ce vendredi soir quand normalement on préfère être en famille et profiter. Merci pour votre intérêt par rapport à ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui fait tant de victimes. Comme Nathalie elle m'a présenté, oui, je suis Nicoletta Saccagiu, je suis présidente de l'association, je suis accompagnante à la parentalité, accompagnante des enfants et adolescents, et je travaille au CHUV en tant qu'accompagnante spirituelle depuis 14 ans. Je suis la maman de 2 garçons de 12 et 15 ans. Et oui, nous, on a connu ce phénomène parce que notre enfant, il a été harcelé durant 4 années. Donc, on a connu cette souffrance d'une victime, mais aussi la souffrance d'une famille entière parce que la souffrance, elle est beaucoup plus large que la victime. Pourquoi l'organisation d'une telle soirée de sensibilisation? D'un côté, parce que la sensibilisation des enfants, des parents et des enseignants est un objectif de notre association. Et comme la situation Covid ne l'a pas permis de le faire en présentiel le 5 mars, nous avons choisi quand même de le faire ce soir, même si peut-être c'est pas la même chose parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses qu'on aurait pu faire en présentiel. Une autre raison, c'est que l'ampleur que ce phénomène prend nous touche beaucoup et nous voudrions apporter notre petite goutte d'eau à la lutte contre ce phénomène. Parce que si on regarde les chiffres, en France, 10% d'enfants considèrent l'école comme lieu de souffrance, car environ un enfant sur 10 est aujourd'hui victime du harcèlement. En 2020, 700 000 enfants ont été victimes de harcèlement scolaire, ce qui est énorme. Et un enfant sur 2 dit qu'il a été harcelé sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, un enfant sur 10 pense au suicide. Donc, les chiffres sont, voilà, ça fait peur et c'est pour ça que nous aussi, on veut faire des petites choses pour contribuer à la lutte contre ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur.
Par rapport à la sensibilisation de ce soir, j'ai pris la décision de la faire en partant de la réalité du terrain. Je ne veux pas vous apporter des grandes théories, mais à travers notre expérience pendant nos interventions dans les écoles, mais aussi pendant les accompagnements des enfants et de leurs familles ou des proches, parce que le harcèlement scolaire, c'est un phénomène tellement complexe et tellement difficile à détecter que je pense que seulement en travaillant ensemble, on peut avancer sur ce chemin de la lutte contre ce phénomène. Le premier point dont je voudrais vous parler, c'est la violence en général, mais la distinction entre la violence physique et la violence psychologique. Pourquoi? Parce que toujours je parle des situations concrètes. Dans nos interventions dans les écoles, on s'est rendu compte que les enfants ont la tendance de réduire le harcèlement scolaire à la violence physique, qui est visible, donc c'est assez facile à détecter. Je vous donne aussi une situation concrète, un exemple d'une fille harcelée par 3 autres filles qui s'est présentée à notre association pour demander de l'aide et elle nous a présenté, elle nous a fait écouter un enregistrement d'un message que l'une des 3 lui avait envoyé. Donc ça se passait après la dépose d'une plainte à la gendarmerie. Je m'excuse d'utiliser les gros mots, je vous avoue que j'ai enlevé les gros mots, mais j'utilise quand même quelques-uns pour qu'on se rende compte de l'impact que cela pourrait avoir sur les victimes. Donc, il lui disait sale pute, salope, quand est-ce que je t'ai harcelé? Je ne t'ai jamais mis des coups, pas des bleus, rien. Pourquoi tu m'accuses? Et pourquoi tu as déposé plainte contre moi? Donc, on voit bien que cette fille réduit le harcèlement scolaire à la violence physique et qu'elle ne se rend pas compte que ces mots, salope, etc., ça peut blesser l'autre, ça peut lui faire beaucoup plus mal. Cette violence psychologique, comme je dis, voilà, la violence physique, elle a l'impact sur le physique, on la voit, on voit les bleus, on voit les bobos. Mais la violence psychologique qui a un impact sur le psychisme de l'enfant ne se voit pas tellement. Elle peut être verbale, donc des insultes, moqueries, mots humiliants, non verbale, les gestes obscènes, sociale, mis de côté, isolé, on ne le veut pas à côté de soi, sexuelle, commentaires machistes ou sexistes, attouchements sans consentement, et le cyberharcèlement sur lequel je n'insiste pas parce qu'Alex va vous parler un peu plus tard. Donc, donner du coup ou dire des mots blessants, des insultes, c'est une violence. Et cette violence psychologique, on doit la prendre en compte parce que c'est difficile de la voir. Et nous allons voir un peu plus tard aussi les conséquences que cette violence psychologique peut avoir sur l'enfant. Un autre point dont je voudrais vous parler, c'est la définition du harcèlement en milieu scolaire. Pourquoi je mets l'accent de dire cette définition? Vous allez voir. Donc, j'ai fait le choix de prendre la définition de Dan Olveus, qui est un psychologue suédo-norvégien, qui s'est consacré au domaine du harcèlement scolaire et qui est à la base de la définition de la nouvelle loi, de la définition partagée aussi par le ministère de l'Éducation en France. Donc, un enfant est victime de harcèlement lorsqu'il subit de manière répétée et à long terme des actions négatives, des violences de la part de un ou plusieurs élèves. Pourquoi c'est important de connaître ces définitions? Je parle aussi des situations concrètes. Par exemple, une maman, elle nous téléphone et elle nous dit « Madame, j'ai besoin de votre aide. Mon enfant, il a été battu à l'école, il a reçu un coup dans son visage, il a des bleus sur son visage. Il subit du harcèlement scolaire et demain matin, je vais à la gendarmerie et je veux déposer une plainte. » D'autres parents, ils nous téléphonent après qu'ils aillent à la gendarmerie et ils sont en colère. Ils ont une grande souffrance et ils sont très déçus parce que même les gendarmes ne les ont pas compris, ne les ont pas entendus, ils n'ont pas entendu leur souffrance et ils n'ont pas voulu prendre en compte leur plainte. Pourquoi? Parce que justement,
et la gendarmerie et les directions des écoles se réfèrent toujours à cette définition de harcèlement scolaire. Donc, si c'est arrivé une fois, ils disent « Ah, mais ça, c'est pas répété, c'est pas long terme, ça, c'est arrivé une seule fois. » Donc, justement, pour éviter que les parents ils se retrouvent dans des situations où ils rajoutent de la souffrance à leur souffrance. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est vraiment qu'on parle du harcèlement scolaire, bien sûr, quand il y a de la violence physique, psychologique, la répétition, la durée. Il y a aussi le rapport de domination, avoir du pouvoir sur l'autre. Et ce qui est très important aussi, c'est que celui qui harcèle, il a cette intention de nuire, de faire du mal. S'il n'y a pas une partie, au moins une partie de ces caractéristiques, c'est très difficile que la situation soit reconnue en tant qu'harcèlement scolaire. Donc, on doit faire la différence entre conflit et harcèlement. Le conflit, c'est, voilà, on fait du mal une fois, la durée elle est très courte, il peut être voulu ou pas voulu, et cela s'arrête en général quand on discute avec les enfants. Tandis que le harcèlement, voilà, c'est la répétition, la longue durée, c'est voulu, l'intention de nuire, et cela continue. Mais attention, ne pas minimiser un conflit parce que dans des situations de harcèlement, le harcèlement, il commence à partir d'un conflit. Une autre caractéristique du harcèlement scolaire, c'est que c'est un phénomène de groupe. On entend plusieurs fois des élèves qui disent bah, « c'est pas mon affaire, moi j'ai vu ça, mais c'est la victime, c'est pas mon affaire ». Non, le harcèlement, c'est un phénomène du groupe où il y a une victime, un enfant qui souffre, qui subit la violence, il y a un harceleur ou des harceleurs qui font souffrir, qui font subir de la violence à la victime et ils ont cette intention de faire du mal. Et il y a aussi les témoins, les spectateurs, qui peuvent être les bras droits du harceleur, ou ceux qui ne disent rien et qui ne font rien, ou ceux qui sont là et qui rigolent ou qui rient. Le fait de rire, je dis toujours aux enfants quand on va dans les écoles, je le compare toujours comme avec le carburant pour une voiture. Tant qu'on a du carburant dans la voiture, la voiture, elle avance. Donc, tant que les témoins ils rigolent et ils rient, le harceleur ou les harceleurs, ils continuent et ils font plus fort parce qu'ils disent que c'est quelque chose qui attire l'attention. Je voudrais attirer aussi l'attention sur le fait qu'on parle du harcèlement en milieu scolaire. Et il y a des directions des écoles des parents qui viennent à l'école qui disent, vous savez, mon enfant, il était harcelé à l'arrêt du bus ou devant l'école et les directeurs, ils disent, mais ça ne nous concerne pas, c'est pas l'intérieur de l'école. Non, c'est pas vrai. Le harcèlement dépasse la limite de l'école. Par exemple, le cyberharcèlement, les enfants, ils sont à la maison. Et tout ce qui se passe en dehors de l'école, mais les participants sont des élèves d'une école. Voilà, c'est ça. Par rapport à la victime, qui est harcelé? Franchement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de critères. Il n'y a plus de critères. On ne peut pas dire qu'il y a des critères, mais ce que nous, on a observé dans notre association, c'est plutôt le rejet de la différence, que ce soit l'apparence physique, poids, taille, couleur, etc., l'identité, un accent étranger, la personnalité plutôt timide, plutôt silencieux, ou plutôt un enfant qui ose à s'affirmer, un bon élève ou un élève en difficulté. Par rapport au harceleur, comment on peut le reconnaître? Ben, celui le plus populaire, le fort, celui qui est agressif, qui utilise la force, l'intimidation, la menace, et qui agit hors du champ de l'adulte, les couloirs, vestiaires, toilettes, bus. Il y a parmi eux des enfants qui n'ont pas d'empathie. Il y a aussi des enfants qui ont vécu eux-mêmes des violences, des traumatismes. Et il y a aussi des anciens enfants qui ont été harcelés et qui reproduisent la même chose, soit pour qu'ils ne se fassent plus harceler, soit dans une espèce de vengeance, bien sûr, qui n'est pas consciente. Donc, les profils des harceleurs, c'est plutôt les meneurs, ceux qui sont à l'origine du harcèlement, mais il y a aussi les suiveurs. Et je voudrais attirer l'attention aussi que dans la plupart des cas, les enfants harceleurs sont aussi en souffrance. Et on doit faire attention à eux aussi
il faut sortir de cette logique de la pauvre victime qui doit aller chez le psychiatre et du méchant harceleur qui doit aller chez l'éducateur ou le juge pour enfants. Une analyse plus approfondie de la situation, elle est vraiment nécessaire. Et je donne la parole maintenant à Alex qui va nous parler un peu plus sur le cyberharcèlement, qui est une thématique très importante à aborder. Nicole, alors merci à tous d'être ici. Voilà, moi c'est Alexandre, je suis donc le dirigeant de la société Bilaxol Formation Informatique à Douvaine, en Haute-Savoie. Et donc je suis là pour, moi j'ai connu l'association, si vous voulez, au départ parce que j'ai vécu, enfin mon fils a vécu, je dirais j'ai vécu parce qu'en fait je les ai vécu un peu aussi à travers lui, une expérience un peu traumatisante qui s'est étendue sur 3 ans avec mon petit garçon. Et donc j'ai connu l'association comme ça. J'ai canalisé ma colère et ma rage à travers cette magnifique association qui est ici. Il n'y en a encore pas assez, je trouve, mais voilà, pour pouvoir voilà, canaliser toute cette énergie, la transformer en positive et arriver à quelque chose. Alors moi, je ne vais pas vous parler de mon cas, mais je vais vous parler plutôt de ce que je vois dans mon travail. Hein. Je suis formateur informatique à domicile depuis 17 ans. Je suis donc là pour aider les gens en fait, à utiliser les machines, la technologie, tout ça. Hein. Donc j'ai eu pas mal de phénomènes visibles dans ma carrière, assez traumatisant, même pour moi, parce que je ne m'attendais pas, voilà, j'ai découvert des choses, je ne m'attendais pas du tout. Et donc, je vous citerai quelques exemples que j'ai pu vivre, sans citer les noms, naturellement. Voilà, pour ce qui concerne la technologie aujourd'hui, alors sachez que un simple smartphone, une technologie, etc., peut-être, j'exagère pas mes mots, peuvent être vraiment utilisés comme une arme. Je pense que maintenant, on est tous plus ou moins conscients. Vous êtes tous là, donc vous êtes tous des gens plutôt sensibles. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous avez cette sensibilité. Et donc, vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, la technologie, les mots, hein, comme disait Nicoletta tout à l'heure, et les écrits aussi, hein, au-delà des coups, des fois peuvent être plus douloureux que des coups eux-mêmes. Hein. Alors, dans ce que je vais expliquer ici, c'est donc au niveau de ma spécialité, la technologie. Et donc, la technologie, aujourd'hui, est en pleine évolution. On voit bien, surtout les modèles de communication. On le voit aussi. Hein, la technologie évolue pour communiquer. Regardez aujourd'hui, ce soir, c'est un bon exemple. Il y a du bien aussi, hein, la preuve. Mais les mœurs évoluent. Donc les utilisateurs également, c'est-à-dire que avant c'était nous, les adultes, les jeunes adultes, qui utilisions et qui manipulions la technologie et nos enfants nous regardaient comme ça. Aujourd'hui, c'est nous qui regardons nos enfants comme ça et on ne comprend pas forcément toute la technologie. En tout cas, ça nous dépasse. Voilà, et j'ai envie de dire, ça va très vite. Donc, ces utilisateurs nouveaux sont des gens de plus en plus jeunes, des enfants maintenant. On va dire, on peut parler d'enfants, puisqu'on commence à trouver des gens, enfin des enfants qui utilisent des technologies à l'école primaire. Ça va par la montre connectée, les smartphones, etc. Le seul souci, si vous voulez, c'est que ces technologies et ces mœurs évoluent, mais par contre, l'enfance, la sensibilité de l'enfant, la maturité de l'enfant, elle reste la même. On ne peut pas demander à un enfant d'être un adulte à 8 ans, hein, c'est pas possible. Donc malheureusement, en fait, ces enfants se retrouvent avec une technologie un peu trop mature dans les mains et vont faire ce que fait un enfant, c'est-à-dire de l'immature avec des technologies matures. Et c'est là où ça ne va pas forcément bien. C'est là où ça ne va pas. Donc, c'est l'arrivée aussi de ces nouvelles normes de communication, telles les réseaux sociaux. Hein, on va en parler rapidement. Les réseaux sociaux, on ne va pas critiquer ni Facebook ni un autre, mais on va dire que voilà, aujourd'hui, il y en a tellement. On voit l'avènement d'Instagram, forcément, Snapchat, je vais y arriver, excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'ai eu une grosse journée, j'ai eu que des problèmes de genre en plus aujourd'hui. Et donc, forcément, sur les réseaux sociaux, on constate que la maturité, même chez les adultes, elle n'est pas forcément là. Donc, forcément, on ne va pas demander à des enfants d'en avoir encore plus que nous. Hein. Donc, forcément, on va sortir le meilleur, mais aussi le pire. Le souci, c'est qu'en fait, voilà, les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a un impact. Ils sont accessibles au plus, j'ai envie de dire, à n'importe qui, hein, puisqu'on a facilité l'accès aux technologies, on a facilité aussi l'utilisation. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, un smartphone reste une technologie extrêmement simple à prendre en main, surtout pour un enfant qui est plus ou moins l'habitude déjà. Donc, on appuie sur un bouton, on est là tout de suite, on a Internet tout de suite. Hein.
Rappelez-vous, certains d'entre vous peut-être ont connu les connexions d'Internet d'antan où il fallait vraiment être patient pour avoir une page qui s'affiche. Hein. Voilà, aujourd'hui, on appuie sur un bouton, tout arrive. Donc, il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, voilà, nos enfants, ils ne voient pas l'Internet comme nous, on l'a vu à l'époque. Donc, forcément, avec l'Internet, tout est accessible et possible. Ça va de l'influence en allant par justement comment dire, le fameux harcèlement, la fameuse attaque. Hein. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas peur d'utiliser ces réseaux sociaux, qu'ils maîtrisent plus ou moins bien, mais ils conservent donc cette immaturité. Hein, on a pu le constater. Les smartphones sont un défaut dans le sens où aujourd'hui, un smartphone, ça se cache sous un coussin, quoi. La nuit, le jour, tout le temps. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, il y a une problématique smartphone que les gens ont tendance à un petit peu trop familiarisé au machin passe-temps et puis c'est pas grave, voilà, c'est une technologie qu'ils connaissent bien et voilà, mon enfant non. En réalité, le smartphone est vraiment un danger pour les enfants. Je tiens quand même à préciser là-dessus, c'est pas la thématique, mais vraiment, je le constate quasiment tous les jours. Donc forcément, les réseaux sociaux, plus le smartphone, plus tout ça, plus l'Internet permanent, plus tout ça, eh bien, on se retrouve avec des effets qui devraient rester dans une cour de récré, hein, normalement, et puis qui vont finalement se retrouver en place publique, si je peux me permettre de dire ça, sur les réseaux et qui ont donc une portée beaucoup plus vaste. Au lieu que ça s'arrête à un petit conflit entre 2-3 enfants, eh ben, on va se retrouver à un conflit qui va mêler toute l'école, voire plus encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment là-dessus sur lequel il faut appuyer. Je pense que le smartphone n'a pas sa place dans les mains des enfants. Je suis un peu radical, mais je préfère être clair. Autant un téléphone, oui, mais autant un smartphone, non. On n'est pas sur la même chose. On parle d'ordinateur portable, on parle de technologies pour adultes qui sont dans un smartphone. Donc, je pense être un petit peu radical, mais après tout ce que j'ai vu, je pense que voilà. Alors, je vais vous expliquer justement ce que j'ai vu, moi, en tant que technicien et assistant. Lorsque les gens m'appellent, malheureusement, c'est souvent après la guerre, hein. C'est souvent trop tard. Donc, je dois souvent intervenir dans le but d'essayer de rattraper le coup. Rattraper le coup, tant que Google exige, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Alors, je vais prendre l'exemple d'une jeune fille qui était en début de collège et qui avait donc voulu simplement, elle, s'enregistrer en train de chanter. Bon, je pense que quand on est jeune, quand on est adolescent, qui n'a pas rêvé de devenir populaire, d'être une star, que les projecteurs soient sur nous, puis on se dit, tiens, j'ai l'impression que j'ai pas une trop mauvaise voix. Elle s'est enregistrée en train de chanter, tout simplement, et puis elle a diffusé cette vidéo maladroitement sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur YouTube, hein, et après c'est parti dans tous les sens. Je vous cache pas la réaction de ses copines et autres au collège. Vous avez peut-être, vous vous doutez de ce qui a bien pu se passer. C'était pas l'effet escompté. Elle a eu une popularité opposée, on va dire, plutôt qu'autre chose. Donc c'est là où elle a subi ces harcèlements à la fois physiques, verbal, psychologique et autres. Et donc, elle était à un stade où elle pouvait même plus aller à l'école. Donc, c'est là où sa maman m'a dit, écoutez, il faut enlever cette vidéo, on n'arrive pas à l'enlever, c'est une catastrophe. Alors, j'ai réussi à l'enlever, mais le problème, c'est que le mal était déjà fait. Et après, les conséquences d'ordre psychologique et physique, hein, on vous en parlera tout à l'heure, étaient désastreuses. Voilà. Donc, là, on a déjà un autre exemple. Autre exemple aussi que j'ai vécu dans l'école de mon fils. Le smartphone était présent, je parle de l'école primaire, hein, d'accord, était présent déjà dans les mains d'un petit de 9 ans, 8 ans, je ne sais plus, et des photos ont été prises, des vidéos, on va dire un petit peu pas très sympa d'un enfant qui était un peu plus timide, un peu plus réservé, et ont été diffusées sur le réseau Snapchat. Voilà, un réseau où on peut plus ou moins contrôler ce qu'on partage. Qui disparaît au fur et à mesure aussi. Mais le mal était fait, ça a été la risée de l'école et ça a été un vrai problème. Voilà, donc voilà pour cet aspect-là. Les conséquences psychologiques sont dramatiques. Et donc aujourd'hui, le cyberharcèlement, c'est un vrai problème. Ça prend de plus en plus d'ampleur. C'est une arme. C'est utilisé par certains enfants pour faire mal, très mal même. Donc je pense c'est quelque chose d'assez nouveau, mais dont on entend de plus en plus parler. Regardez régulièrement aux informations, on entend régulièrement parler de ce genre de faits divers. Donc, je pense que ce n'est pas une problématique à prendre à la légère. Et par pitié, parents, grands-parents, grands frères, tout ce que vous voulez, mais faites attention à nos enfants, protégez-les de ces technologies qui sont très bien pour nous, mais qui ne sont pas adaptées à leur maturité. Et ça, pour moi, vraiment, j'insiste là-dessus. Je vous ai cité 2 exemples. Il y en a tellement. Je n'ai pas le temps ce soir, mais il y a tellement d'exemples que voilà.
voilà, je vais laisser la parole justement pour parler de ces effets psychologiques et physiques. Moi, je ne suis pas l'expert dans le domaine. Donc voilà, je laisse la parole pour ça. Je souhaite une bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Moi, je vais me présenter. Donc, je suis Georgette Anika, je suis cofondatrice de l'association. Je suis médecin pédopsychiatre. J'ai une pratique privée à Genève. Voilà, j'ai une expérience. J'ai beaucoup travaillé en Suisse dans des différentes institutions. Et ensuite, à partir c'est tout récent, depuis quelques mois, j'ai mon cabinet à Genève. Donc ce soir, je vais essayer assez brièvement de vous parler des conséquences psychologiques. Donc le harcèlement scolaire a lieu en pleine période de développement de la personnalité, de la construction de l'être. Et la spécificité de cette période réside dans l'importance du groupe. Parce qu'effectivement, après cette période de petite enfance, quand la famille joue un rôle plus important à l'école, il s'agit des débuts de scolarisation, quand les échanges, aussi la réponse, les feedbacks qu'on peut recevoir de la part du groupe, ça peut être groupe de pairs, groupe d'amis, groupe classe, enseignants, voilà, gagnent de plus en plus d'importance. Et toutes ces interactions, elles marquent, elles viennent s'immiscer et aussi modeler la personnalité des enfants et des adolescents. Donc le phénomène de l'harcèlement, effectivement, a des conséquences à plusieurs niveaux, des acteurs harcelés, harceleurs, des témoins, mais aussi des familles, voire des établissements scolaires. Donc voilà, ici il nous semble de l'ordre de l'évidence que les harcelés souffrent. Les dernières études mettent en évidence aussi la fragilité psychique des harceleurs, et notamment à long terme. Je vais vous en parler plus tard. Donc j'ai choisi de vous parler des conséquences de l'harcèlement et le regroupement plutôt dans des catégories en fonction de la chronologie et de l'intensité. En ce qui concerne les conséquences à court terme pour les victimes, je crois que ces conséquences, ces répercussions peuvent être considérées comme des signaux d'alarme, plutôt. Donc, qu'est-ce qui peut nous alerter? Un changement soudain de l'humeur, un changement de comportement, la réapparition d'une irritabilité, des crises de colère, des crises de larmes, des bris d'objets, le refus d'aller à l'école ou dans d'autres activités, l'isolement, le repli sur soi, les problèmes de sommeil, problèmes d'alimentation, les chutes de résultats scolaires. Donc, ce qui est très important à retenir, c'est qu'il n'y a pas des signes ou des symptômes spécifiques qui puissent nous alerter sur l'existence d'un harcèlement et que c'est vraiment très important de y penser, de l'avoir en tête et de poser la question de manière ouverte et empathique et faire parler les enfants et les adolescents. Donc, par exemple, ne pas tout de suite mettre ces manifestations sur le compte d'une crise d'adolescence. Aussi, d'autres signes sont ce qu'on appelle des symptômes psychosomatiques, les maux de tête, les douleurs abdominales, les vomissements, les problèmes de sommeil. Donc cela, voilà, c'est des éléments importants pour les pédiatres ou les médecins généralistes qui peuvent recevoir des enfants avec des plaintes médicales non expliquées. Donc, c'est important quand on ne retrouve rien lors de l'examen médical, de penser s'il n'y a pas voilà, la possibilité d'un harcèlement. En ce qui concerne les conséquences à moyen terme, c'est vrai que là, on parle plutôt des troubles. On peut commencer à parler des troubles. Et le premier qui apparaît, normalement, c'est le trouble anxieux.
bon, je l'ai mis sur les conséquences à moyen terme, mais c'est vrai que tous ces troubles, ils risquent de se pérenniser. Donc, les troubles anxieux sont exprimés notamment, comme le nom le dit, par une anxiété, donc de peur, de l'inquiétude. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est aussi une diminution de la concentration, de la mémoire, avec un impact important sur les résultats scolaires. Les enfants harcelés perdent le plaisir d'être en groupe. Et ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à une anxiété sociale, des agoraphobies, la peur de sortir. Voilà. Une des manifestations les plus sévères d'un trouble anxieux reste quand même la phobie scolaire, qui malheureusement est assez fréquente, n'est pas si rare que ça. Les études montrent qu'en fait 30% des enfants souffrant de phobie scolaire ont souffert des harcèlements. Parmi d'autres conséquences, donc les enfants peuvent développer des syndromes de stress post-traumatique. Et un autre trouble qui s'installe assez souvent, c'est le trouble dépressif. Le trouble dépressif s'exprime par une humeur triste, abaissée, un repli sur soi, tendance à l'isolement, sentiment de honte, de culpabilité, une dévalorisation importante. Ça peut aller jusqu'à des comportements auto-agressifs, donc de scarification, par exemple. Et ça arrive assez souvent. Le plus souvent, donc, la personne harcelée, et c'est ça ce qui est problématique, c'est que la personne harcelée a le sentiment que ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Et elle s'isole, elle n'en parle pas et arrive ainsi assez rapidement dans une impasse. Et aussi un sentiment de perte d'espoir. Et le symptôme le plus dépressif, en fait, le plus alarmant, c'est la perte d'espoir. Parce qu'elle génère assez rapidement des idées noires, des idées de mort et des idées suicidaires. Et on sait aujourd'hui qu'une personne victime de harcèlement a 4 fois plus de risque de commettre une tentative de suicide qu'une autre. Voilà, j'ai mis le chiffre 4 fois, mais en me basant sur des études plus anciennes, mais c'est vrai que je viens de lire en fait une dernière étude qui montre que ce chiffre est beaucoup plus important. En fait, il y avait une étude qui mentionnait le chiffre 18, ce qui me semble beaucoup, mais ça ne m'étonne pas. Donc, les victimes ont besoin d'aide. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de ne pas se contenter de leur dire de tenir bon ou d'être fort, car ils ne peuvent pas. Hein, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont un esprit brisé, cassé. Donc, c'est comme on demande je sais pas, à une personne avec un pied cassé de marcher. Ce n'est pas possible, il faut le traiter. Et aussi, pour ces personnes, voilà, il est très important de les écouter, de valider leurs émotions, de les soutenir et d'intervenir. Voilà, concernant les conséquences à long terme pour les victimes, en préparant un peu ce petit chapitre, moi, je suis tombée sur énormément d'études, en fait. C'est ça ce qui m'a surpris. Donc, voilà, je ne vais pas tout citer, mais pour les personnes qui souhaitent avoir des références et avoir, voilà, les références complètes, en fait, des études peuvent me contacter. Je vais citer quand même quelques-unes. Par exemple, il y a une étude qui est apparue en JAMA Psychiatry en 2016, une étude menée en Finlande sur plus de 5000 personnes qu'ils ont suivies entre 18 et 29 ans. Voilà, il y avait une grande partie qui n'avait pas subi de harcèlement, mais une autre partie des enfants qui avaient subi des personnes qui avaient subi des harcèlements. Et voilà, la conclusion de cette étude est que l'exposition au harcèlement pendant l'enfance et l'adolescence est associée avec des pathologies psychiatriques, surtout dépression, qui, à l'âge adulte, nécessitent une prise en charge spécialisée. Une autre conclusion est que les interventions précoces peuvent réduire les conséquences à long terme, ce qui est plutôt encourageant.
Voilà, je voulais juste citer une autre étude prospective qui a analysé donc un échantillon des patients entre 18 et 50 ans. Quand même. Et ils ont, donc dans cette étude, ils ont constaté des troubles internalisés, donc ce qui est de l'ordre de dépression, anxiété, des expériences psychotiques et des idées suicidaires beaucoup plus fréquentes chez les anciennes victimes que dans la population générale. Voilà, et aujourd'hui, je viens de lire une étude d'une professeure, en fait, de Louise Arsenault, qui est professeure de psychologie développementale à King's College, et qui, bon, il avait une base de données qui datait de 50 ans, en fait, c'est une grande étude, et en fait, elle arrive à la conclusion qu'il y a des marqueurs inflammatoires présents en beaucoup plus grande quantité chez les personnes victimes d'harcèlement et à l'âge adulte, hein, et que donc elle présente un risque beaucoup plus élevé de développer du diabète et des maladies cardiovasculaires. Donc chez des personnes qui ont vécu des harcèlements pendant l'enfance. Donc voilà, éliminer l'harcèlement, ce n'est pas seulement un impératif moral, mais ça devient un problème de santé publique. Il y a des conséquences également pour les harceleurs et pas que pour les victimes. En ce qui concerne les harceleurs, c'est vrai que dans un premier temps, à court terme, ben, peut-être les conséquences sont moins visibles parce qu'ils sont agissants, parce que leur agir masque souvent des vécus dépressifs et les agir leur donne un sentiment comme ça de toute puissance. Donc, voilà, il y a moins de conséquences, hein. Mais plus tard dans leur vie, les études montrent qu'ils ont énormément de difficultés psychiques. Voilà, ils développent plus souvent des conduites à risque, des problèmes de dépendance, notamment de l'alcool, des troubles de comportement, notamment antisociaux et de l'agressivité. Donc, il y a plusieurs études, et notamment, effectivement, menées par le psychologue suédois Oleus, qui a aussi donné la définition de harcèlement, où il arrive à la conclusion que pour les harceleurs, le fait d'avoir pratiqué de l'harcèlement est considéré comme facteur prédictif de délinquance à l'âge adulte. Voilà, et il y a d'autres études qui montrent qu'il y a un grand risque de violence et de difficultés d'insertion sociale à l'âge adulte. Il y a des conséquences psychologiques également pour les témoins. Donc, ils peuvent éprouver beaucoup d'anxiété, beaucoup de culpabilité. Ils peuvent perdre de la confiance dans les pairs, dans leurs amis, dans les adultes. Et en ce qui concerne les établissements scolaires, c'est vrai que quand il y a des situations de harcèlement dans une école où les adultes ne prennent pas des mesures, il y a souvent une dégradation du climat général, avec un sentiment d'insécurité, d'impunité. J'ai trouvé une autre étude par Fossecuil de 2002, par exemple, il y a deux études, hein, il a regardé, il a interrogé des victimes, pas des victimes, les harceleurs, en fait, et les agresseurs qui ont fait des massacres dans des écoles. Et il arrive à la conclusion que 71% des agresseurs se disaient victimes de harcèlement. Donc, effectivement, c'est un rappel à ce que Nicoletta disait avant, que souvent, les harceleurs ont été harcelés à leur tour. Donc, en conclusion, oui, il y a des conséquences psychologiques et parfois lourdes, mais qui peuvent être nettement améliorées par la prévention et par une intervention la plus précoce possible. Voilà. Et là, je voudrais laisser la parole à Antonio
qui vous présentera les conséquences juridiques pour les acteurs de l'harcèlement scolaire. Merci. Merci, Georgetta. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, pour ma part, je vais essayer de vous parler un peu de l'historique et des conséquences de tous les aspects juridiques qui concernent l'harcèlement scolaire. Donc, le droit à une scolarité sans harcèlement est inscrit dans la loi. Ça, on devrait le savoir tous. Le droit de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire, posé par la loi du 26 juillet de 2019, donc pour une école de confiance, devient une composante du droit à l'éducation. Donc, il y a une obligation des moyens qui pèsent à tous les établissements d'enseignement scolaire pour mieux prendre en charge les victimes et les harceleurs. Parce que tout le monde est dans le même sac, si on veut. Le projet d'école ou établissement devra fixer les lignes directrices des procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement du fait de l'harcèlement. Donc, à l'initiative des parlementaires, une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement aussi sera délivrée chaque année maintenant aux élèves et aux parents d'élèves. Les différents personnels qui, au cours de leur activité professionnelle, médecins, psychiatres, enseignants, directeurs d'école, des médecins, des policiers, magistrats, tout ce beau monde, ils vont devoir suivre une formation sur le harcèlement scolaire et universitaire aussi. Donc, en plus, sur amendement des sénateurs, lors des visites médicales obligatoires dans les écoles, où l'attention devrait être portée au cas d'harcèlement scolaire, et ça à côté de la maltraitance. On ne va pas mélanger les choses. Donc, le gouvernement devra remettre un rapport évaluant la possibilité d'un meilleur remboursement aussi par l'assurance maladie de tous les frais engagés. Donc, les frais de psychiatre, de psychologue, et tous les frais que parfois les familles n'arrivent pas à payer tout ça, n'est-ce pas? Donc, la loi, si on veut, les peines encourues peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et jusqu'à 150 000 € d'amende. Afin de lutter contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, il est autorisé maintenant la saisie et la confiscation des téléphones portables et des ordinateurs qui ont été utilisés pour harceler un élève ou un étudiant. Enfin, le texte inscrit la lutte contre le harcèlement scolaire parmi les objectifs assignés aux acteurs d'Internet, les plateformes, les fournisseurs d'Internet, et consacre aussi l'obligation d'avoir une modération des contenus donc, dans tous les réseaux sociaux. Donc, cette nouvelle loi, elle a été promulguée donc, le 12 mars 2022 et publiée dans le journal officiel du 3 mars 2022, donc assez récent. Donc, je vais essayer de vous parler un peu des définitions et qualifications de ces articles qui sont tout nouveaux, qui ont été mis à jour, si on veut. Donc, il y a le nouveau article, c'est l'article du Code pénal numéro 1222-33-2-2, harcèlement scolaire. Aujourd'hui, il dit que fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements agressifs ayant pour objet ou pour effet des agressions physiques ou mentales de ses conditions de vie. On donne des exemples, des moqueries, des humiliations, des insultes, de raquettes. Donc, tout ça, maintenant, c'est figé dans la loi. L'article 1222-7 du Code pénal, il marque que la violence scolaire, elle est aussi maintenant notée. Donc, un acte de violence physique ou morale à l'encontre d'un camarade qui se déroule en milieu scolaire ou qui implique des élèves ayant pour objet ou pour effet une dégradation physique et mentale de ses conditions de vie. Des exemples, donc des coups, des menaces, des insultes. Ça, c'est ce qu'on va dire sur la violence scolaire. Après, encore un qui vient encore plus grave, donc c'est la provocation au suicide. Donc, ça, aujourd'hui, l'article 222-7, il dit que les actes d'harcèlement scolaire ou de violence scolaire
ayant pour conséquence l'incitation à un camarade à tenter de se suicider. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est couvert, donc c'est posé, il y a une loi qui dit tout ça. Donc, j'essaie maintenant de vous parler un peu de ce qui concerne les aides, les recours et les procédures qui se passent. Donc, il y a un premier pas à faire, c'est alerter. Donc, malheureusement, je pense que c'est toujours le premier pas qui est toujours difficile à franchir. Donc, la victime, elle doit savoir qu'elle doit alerter ses parents et même le corps éducatif. Et le premier à alerter, il doit aviser le second, normalement. Donc, des mesures devront être prises pour résoudre la situation. La direction académique des services de l'éducation nationale peut aussi être alertée. Attention, si les faits sont constitués, tout membre du personnel éducatif, tel que l'enseignant, le directeur d'établissement, qui a connaissance des faits d'harcèlement, doit avertir sans délai le procureur de la République. Il n'est pas possible de porter plainte au pénal contre les parents des auteurs. En revanche, ils pourront être tenus de verser des dommages-intérêts à la victime. Pour demander des dommages-intérêts, donc les parents de la victime, ils doivent saisir le tribunal judiciaire. Donc on est conscient qu'il y a des procédures qui sont très longues, mais que ça justifie, quoi. Donc, maintenant je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle les personnes responsables. Donc, les élèves harceleurs, si ils ont 13 ans ou plus, ils sont pénalement responsables avec prison et amende et civilement en dommages et intérêts. Les peines ils sont variables en fonction de la qualification, soit harcèlement scolaire, violence scolaire ou provocation au suicide. Aussi, de l'âge des élèves harceleurs et des éventuelles circonstances aggravantes. Je vous donne tout de suite des exemples des circonstances aggravantes. C'est, par exemple, si la victime elle a moins de 15 ans, et si les actes ont été commis sur une victime dont la vulnérabilité, elle est donc maladie, handicap physique ou mental est apparente ou connue de l'auteur. Les peines pénales encourues par les élèves harceleurs vont de 6 mois de prison et 1 500 € d'amende lorsque l'harcèlement est fait par un mineur sans aucune circonstance aggravante. Et ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende lorsque la violence scolaire est faite par un auteur majeur avec au moins 2 circonstances aggravantes que je vous ai dit juste avant. Aussi, si les actes sont commis via Internet, donc tout rentre là-dedans. Les parents ou responsables légaux ou des enfants harceleurs, si les enfants harceleurs sont mineurs, ils sont responsables civilement uniquement dommages et intérêts. Donc, si on peut se projeter sur l'article 1242 du Code civil, qui dit qu'on est responsable non seulement du dommage qu'on cause pour son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses qu'on a sous sa garde. Donc, le personnel éducatif, tel que le corps enseignant, les directeurs d'établissement, si comportements fautifs, ils sont aussi civilement uniquement pénalisés en dommages et intérêts. Par exemple, ils étaient au courant des faits, mais ils n'ont rien fait pour tenter de résoudre la chose. Mais la responsabilité de l'école, puis de l'État, se substitue automatiquement à la responsabilité du personnel éducatif, qui ne peut pas être poursuivi à titre personnel. Donc, c'est là qu'on peut toujours regarder donc, dans le Code de l'éducation, donc l'article 911-4. Donc, il dit que dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par des élèves ou les étudiants qui leur ont été confiés, et à raison de leur fonction, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle des 10 membres de l'enseignement, qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime et ses représentants.
Et là, juste pour terminer, j'aimerais juste dire que aujourd'hui, la victime, qui est mineure, elle peut déposer plainte toute seule, à son choix, soit à la gendarmerie, au commissariat. Il peut faire même une petite lettre où il va marquer donc, de quoi il est harcelé, de la façon comme il est harcelé, et ça, il peut l'envoyer directement au procureur de la République. Et ça qui est très important aujourd'hui, tout dépôt de plainte, il ne peut pas être refusé. Donc, la personne qui va à la gendarmerie, en poste de police, pour déposer plainte, donc les fonctionnaires de police, ils ont l'obligation de réceptionner cette plainte. Voilà. Donc, pour moi, je pense que j'ai terminé et je donne la parole au suivant. Oui, nous avons parlé donc du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement. On a bien vu l'impact que ça peut avoir sur les cœurs de nos enfants, sur leur psychisme. Et nous avons parlé aussi de ses conséquences juridiques. Et nous voyons bien qu'avec cette nouvelle loi, ce phénomène a été bien pris en compte. Mais pour ne pas arriver à de telles conséquences, que ce soit psychologique ou juridique, il y a des choses à faire. Et nous tous, nous pouvons faire des choses. Et quand je dis nous, c'est en premier, je pense à ces enfants qui doivent parler, qui doivent dire ce qu'ils vivent et ne pas garder le silence. Je pense aux parents, je pense aux enseignants, aux directions des écoles, à des associations comme la nôtre, aux antennes de justice et aussi aux médecins, parce que maintenant, quand notre enfant ne va pas bien, la première chose qu'on fait, on va vers le pédiatre ou un médecin généraliste et on demande de l'aide. Parce que je fais partie de cette association, je reviens sur ce que l'association, que notre association, elle peut offrir comme action concrète. Donc, en premier, c'est l'accompagnement et le soutien de la victime et des proches. Cet accompagnement, on le fait en présentiel, mais aussi en visio. On a des appels de partout en France et on ne refuse pas parce qu'on a des parents qui nous disent on a téléphoné partout, soit ils ne répondent pas, soit on n'a pas trouvé des gens disponibles. Voilà. On fait aussi des réunions avec les parents et les directions des écoles. Surtout dans les situations quand la communication entre les parents et les directions des écoles est totalement détruite. Là, nous, on intervient comme un tiers pour faciliter cette communication. On fait des interventions dans les écoles et j'avoue que maintenant, on est dans une situation assez difficile parce qu'on n'a pas des gens formés qui puissent intervenir. L'année passée, on a fait beaucoup d'interventions, cette année moins. On fait récemment, c'est quelque chose de nouveau, dans sensibilisation des enfants harceleurs. On a eu des mamans qui nous ont appelés, qui ont dit « Madame, mon enfant il harcèle et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose avec lui ?» Et la première chose qu'on fait, on fait la sensibilisation, on travaille avec lui pour voir pourquoi il fait ça. Et dans les cas que moi j'ai accompagnés, c'était vraiment, c'était plutôt, mais moi je pensais que c'est la rigolade. Donc ils ne se rendaient pas compte que ce qu'ils font, c'est grave. On fait aussi des sensibilisations et formations des enseignants qui travaillent dans des établissements scolaires, donc des professionnels et enseignants. On a un grand projet pour la réalisation d'une série de vidéos de sensibilisation pour les enfants plus petits. Donc, on a participé à un concours au projet où on a obtenu un prix de 3 000 €. Donc, ce concours, cet appel au projet a été lancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a eu ce prix et on est en train de réaliser ça parce qu'on se rend compte que le matériel de sensibilisation pour les petits nous manque beaucoup. C'est vrai que dans des situations très complexes, on se sent nous aussi démunis. Notre association ne se voit pas comme la sauveuse ou celle qui sait tout, qui fait tout. Non, pas du tout. Moi, je pars du principe que tous ensemble, on peut faire des choses
seulement en se mettant ensemble, les directions, des écoles, les parents, nous, l'association, on peut apporter chacun peut apporter sa part et faire des choses. Et quand on se trouve dans des situations comme ça difficiles, on se sent impuissant, surtout qu'il n'y a pas de modèles d'accompagnement déjà faits qui puissent nous aider et tout. C'est à nous de réfléchir sur des modèles. Comment est-ce qu'on accompagne ces enfants? Et on a commencé par voilà, accompagner les victimes et les parents. Et après, on s'est rendu compte que oui, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant parce que l'enfant, donc on l'aide pour qu'il retourne à l'école, mais quand il retourne, il a tellement peur de rencontrer le regard de son harceleur qu'il n'est pas bien. Donc, du coup, on a proposé aussi aux enfants harceleurs et à leur famille de les accompagner. On les accompagne, après on essaie de les mettre ensemble, où ils peuvent s'expliquer, ils peuvent se faire pardonner. Et quand l'enfant il retourne à l'école, il ne retourne plus avec cette grande peur. Et aussi contacter la direction de l'établissement scolaire pour voir leur vision, justement pour avoir une vision plus large de la situation. Et on a réfléchi aussi et on a mis en route encore un autre modèle d'accompagnement, mais je laisse la parole à Laurie qui va vous parler de ce modèle. Bonsoir à tous, je m'appelle Laurie et je suis webmaster au sein de l'association Parle, je t'écoute. J'ai rejoint l'équipe car j'avais à cœur d'aider les enfants en apportant mes compétences à l'association. Et l'aide que je souhaite leur apporter aujourd'hui reflète l'aide que j'ai toujours recherchée moi-même quand j'ai été victime de harcèlement scolaire. Mon rôle au sein de l'association depuis quelques semaines a évolué et je suis désormais à titre occasionnel intervenante à distance grâce à un nouveau modèle d'accompagnement que nous avons mis en place avec Nicole, que je vais vous présenter. Tout d'abord, ce nouveau modèle, il a pour but de répondre à la problématique suivante: comment soutenir les victimes de harcèlement scolaire qui sont déscolarisées et qui ne font plus aucune confiance aux adultes et ne peuvent plus communiquer. Donc, premièrement, qu'est-ce qui a entraîné la création de ce modèle et quel a été le déclic? Ça fait maintenant 2 ans environ que l'association fait face à une situation très complexe où l'enfant victime n'a plus aucune confiance envers les adultes. Et pour cause, cet enfant a vu ses professeurs ignorer la situation et même pire, se retourner contre elle au même titre que ses harceleurs. Les professionnels de la santé lui ont également tourné le dos. Et pour être plus précise, il y a à ce jour 2 psychiatres et 1 psychologue qui l'ont rejeté car ils ont jugé la situation trop complexe pour y prendre part. Et dans ce cas-là, vous imaginez bien que l'enfant n'est plus en capacité de communiquer avec les adultes et refuse désormais tout soin psychologique. Il va se retrouver alors dans un mutisme et isolement complet. Et cette situation a été également très difficile pour nous et nous nous sommes demandé comment nous pouvions agir. Et comme l'a dit Nicole, notre objectif, c'est de toujours rechercher une solution, même quand on se retrouve démuni. Et c'est pourquoi nous avons réfléchi à une nouvelle façon d'aborder les choses. J'ai alors travaillé en équipe avec Nicole où elle a été un soutien pour les parents que sont les victimes indirectes et de mon côté en soutien avec l'enfant qui est la victime directe. Donc, concernant le processus, la première chose pour moi est de prendre contact avec l'enfant quand celui-ci est d'accord, évidemment, et de me positionner d'égal à égal avec lui. Et cela est nécessaire dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec l'enfant. Je vais lui raconter ma propre expérience que j'ai vécue à l'école, mes propres émotions et ce qui va amener l'enfant à me faire confiance dans un premier temps. Et il se sent alors compris dans la difficulté qu'il vit et cela va créer un équilibre où chacun partage son expérience, sa douleur et se comprend mutuellement. Le deuxième point, donc ensuite vient l'écoute active lorsque l'enfant est prêt à partager son expérience. Et dans ces moments-là, mon objectif, c'est d'amener l'enfant à parler de ses émotions quand il le peut, évidemment,
en lui posant des questions telles que « Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Comment te sens-tu aujourd'hui par rapport à ça ?» Et en plus des émotions, encore une fois, quand c'est possible, j'amène l'enfant à raconter ce qu'il a vécu et à mettre des mots dessus, car tout mal partagé peut être une vraie délivrance pour lui. Et le troisième axe de cet accompagnement, c'est d'offrir une vision positive de l'avenir à l'enfant, car bien souvent, il est enfermé dans sa douleur et mon objectif à ce moment-là, c'est de lui apporter un certain recul. Et je me permets d'aborder les choses sous cet angle avec l'enfant, car moi-même, j'ai le recul de me dire aujourd'hui, si je suis comme ça aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à ce que j'ai vécu à l'école. Et je parle par exemple d'être douée d'empathie ou encore de reconnaître sa propre valeur indépendamment des autres, pardon. Et j'ai conscience évidemment que le chemin pour arriver là est long et difficile, mais il n'est pas insurmontable. Et lorsque l'on sort de cette situation, on en sort très fort. Et c'est précisément ce message que je souhaite transmettre aux enfants. C'est possible, mais pour cela, on doit en parler et rompre le silence. L'objectif de ce modèle, c'est donc d'amener l'enfant à refaire confiance aux adultes pour qu'ils puissent accepter de nouveau les soins de professionnels de la santé. Et je laisse maintenant la parole à Marie qui va vous apporter d'autres idées et astuces pour vous aider en situation de harcèlement. Bonsoir à tous, je m'appelle Marie, je suis très contente d'être là, tout simplement parce que je suis passionnée d'accompagnement. J'ai rencontré en fait Nicole et Mimido de par un intérêt commun, parce que en tant que formatrice coach indépendante, eh bien, avant, maintenant je ne suis plus formatrice coach indépendante, mais je reste coach, eh bien, j'avais accompagné sur le climat scolaire pendant 1 an une école. J'ai aussi accompagné en coaching individuel des personnes, des jeunes, des moins jeunes, des ados, des grands ados, vraiment en souffrance totale, alors que ce soit des personnes harcelées, des personnes harceleurs. Donc l'idée, c'était vraiment la position neutre, de se dire, il n'y a pas que d'un côté que les personnes souffrent, et finalement de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe en eux? Mon idée ce soir, c'est de vous proposer des idées, des propositions, des méthodes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes faites et qu'elles fonctionnent, hein. Vous avez certainement beaucoup d'expérience, et là-dessus, je vous fais confiance pour prendre ce qui vous correspond. L'idée, c'est de vous dire, voilà, il y a des choses qui seront plus à faire de manière individuelle, d'autres plus collectives, d'autres plus en prévention, d'autres qui peuvent servir quand même quand il y a un niveau de harcèlement assez important. Ça dépend. Comme je dis, c'est surtout de vous faire confiance, vous, en tant qu'observateur, accompagnant. Alors, sur la prochaine slide, il y a quelque chose qui, moi, m'a semblé important. Je ne sais pas si tu peux passer, Nathalie. Merci. Et quelque chose qui m'a semblé important de vous dire, c'est qu'en fait, en termes d'intelligence émotionnelle, bien sûr, ça, vous connaissez la réaction physiologique quand il y a un choc, que ce soit physique ou psychique, une réaction émotionnelle, une réaction psychologique, et puis une réaction comportementale. Seulement, dans la réaction comportementale, moi, de tout ce que j'ai appris de mes accompagnements, c'est qu'en fait, on dit souvent que l'enfant peut s'exprimer, qu'il soit harceleur, harcelé, observateur. Oui, mais il fait comment concrètement? Parce qu'en fait, concrètement, l'instinct animal fait qu'on est naturellement dans le combat, dans la fuite, dans la manipulation. Mais si on n'apprend pas à s'affirmer et à exprimer et à dire, ce n'est pas un réflexe naturel. Donc c'est quelque chose qui se transmet, qui vraiment s'explique, qui s'exprime, qui s'expérimente. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai envie de commencer là-dessus, parce que ça paraît tout simple, mais c'est un premier outil. Des fois, on voit des adultes et on leur dit « mais pourquoi tu n'as pas dit les choses ?» Mais comment je peux dire les choses, en fait? Comment je peux dire? À qui je peux le dire? Avec quels mots? Moi, j'entends des fois des pitchouns qui me disent « mais je ne sais pas comment te le dire, dis-le avec tes mots. » Ok, mais je ne sais pas. Alors, sors-le avec tes mots, avec un dessin. Go! Et ça sort. Donc, l'affirmation de soi, c'est un premier outil qui a l'air naturel et qui ne l'est pas. Je vous propose sur la slide suivante de se dire aussi, j'ai observé beaucoup de gens qui disent « oui, mais il a les capacités de… il peut ». Donc, il manque juste une lettre, le savoir. Donc, c'est savoir, pouvoir, vouloir. Il sait. En fait, c'est pas parce qu'on sait, c'est pas parce qu'on veut, c'est pas parce qu'on peut,
qu'on le fait. Il y a plein de choses qui dépendent de tout ça. Ça veut dire que même si on a les capacités, même si on veut, même si on peut, parfois on ne fait rien, on ne dit rien, on ne change rien et on continue. On continue ce schéma-là parce qu'on a pris notre place. Donc du coup, ça c'est aussi important pour moi de dire parce qu'en fait, c'est un autre outil. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas conscience des choses, ni de ses capacités, ni ne sait pas les choses. Seulement quand on est en charge mentale excessive, en insécurité totale, on fait au mieux et parfois on a les mauvais réflexes qui s'installent. Et ça, c'est important aussi parce qu'en fait, on voit son enfant, on voit le copain d'un enfant, peu importe, et on le dit, mais c'est pas possible, pourquoi il réagit pas? Eh bien, en fait, c'est pas une faille, c'est juste ça. Sur l'autre slide, alors je vous en ai fait quelques-unes de slides et je passe des idées. Hein. Comme je dis, vous prenez, vous piochez à disposition ensuite pour répondre. Chacun a des besoins. On appelle ça en coaching des besoins cachés, selon les émotions aussi. Donc l'idée, c'est dans l'accompagnement, c'est de se dire, je vais aller chercher le besoin de l'autre. Alors on l'a dit, hein, que ce soit le harcelé, le harceleur, les observateurs, les suiveurs, les meneurs, peu importe. L'idée, c'est, si je prends un exemple d'un enfant qui a été harcelé, c'est vraiment le bas du corps était en total mouvement permanent en classe quand je l'ai accompagné pendant 1 an. Et le haut du corps était dans une passivité, j'ai l'impression qu'il avait 80 ans, il avait 8 ans. Il avait un décalage dans son corps, l'expression de son corps, parce qu'il ne savait plus ses besoins. Le besoin du haut, c'était « je veux qu'on me calme et qu'on me rassure ». Le besoin du bas, c'était « je suis en mouvement permanent parce qu'à tout moment, mes jambes fonctionnent pour que je puisse fouler le camp ». Le besoin d'un harceleur, qui n'était pas encore tout à fait harceleur à l'école, mais en famille, les parents ont appelé en disant « j'ai un problème ». Il veut tabasser son frère et sa petite sœur, qui ont 2 et 4 ans respectifs, et il a 14 ans. On fait quoi? Il a beaucoup de force. Le besoin de harceleur, à ce moment-là, en fait, à la maison, qui avait une violence en lui, comme il disait, il ne savait pas quoi en faire. On a travaillé sur la confiance, l'expression de soi, affirmation, prendre sa place. Et puis, avoir le droit d'être heureux, en fait, tout simplement. Et puis, travailler la peur de si je change, je ne suis plus le plus fort, un des plus forts de la classe avec ses 3 autres copains, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc les besoins, c'est vraiment des choses qui se rejoignent en termes de harcelé et harceleur. Quand vous êtes harcelé, moi je dis souvent, c'est parce que vous avez des qualités que le harceleur il cherche. Pas parce que vous avez des défauts, c'est parce que vous avez des qualités. Et il y a aussi un mode de fonctionnement qui est en résonance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de honte du harcelé et du harceleur. Le harceleur a honte à un moment donné, le harcelé aussi. Les observateurs, ils ne savent pas quoi faire. À nouveau, comment je le dis? À qui? Dans la vision, c'est de se dire, et dans la réalité, c'est de se dire, c'est quoi la réalité? La réalité, j'entends par là que souvent, quand il y a des harcèlements, et aussi dans les premières observations, on le sait chez les adultes, mais aussi chez les enfants, il y a cette notion de sidération. Est-ce qu'il s'est vraiment passé ça? Et là, le cerveau remet en question les choses, parce qu'en fait, si personne ne bouge, eh bien, on se dit que ce n'est pas forcément la réalité. Ou alors, ce n'est pas si grave, comme on disait. Et puis la vision des choses, c'est peut-être sa vision Alain, c'est faut que je sois le plus fort, comme ça on me foutra la paix. J'avais une jeune fille adorable qui s'est fait harceler pendant 3 ans, notamment pendant le Covid, à travers les réseaux sociaux, mais aussi avant le Covid. Et en fait, elle, sa vision des choses, c'est il faut que je sois la meilleure en classe. Parce que je vais faire plaisir à mes parents. Parce qu'on va me foutre la paix quand je vais rentrer à la maison, je vais pouvoir aussi prendre du plaisir à faire autre chose. Mais la vision de ses copines, c'était « mais tu veux être la meilleure, mais je vais te foutre la pression, ma grande. Je vais te mettre la pression pour que tu sois encore plus meilleure, mais que tu souffres encore plus de ça. » Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment une base d'accompagnement d'aller chercher tout ça dans tous ces profils. Et puis, je dirais, par rapport au stress que ça engendre, alors quand je parle de stress, on est d'accord, c'est un stress hyper important. J'ai utilisé le mot stress parce que, à un moment donné, il y a des différents niveaux de stress quand on est au début du harcèlement, en milieu, dans une période de harcèlement où finalement c'est en train de diminuer. Eh bien, on n'a pas tous la même résistance. Alors déjà, on n'a pas tous la même empathie. L'empathie, il y a une partie qui est héréditaire. Et pour moi, c'est pas facile de l'entendre.
C'est pas quelque chose que j'aime dire. C'est héréditaire, il y a une partie qui est héréditaire. Donc on hérite à un moment donné d'être empathique plus ou moins. Et puis ensuite, il y a tout l'entourage, les conditions, l'éducation, tout ça qui contribue à développer ou non notre empathie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas empathique qu'il ne peut pas le devenir un jour. Ça, c'est aussi un autre outil. J'ai vu des gens qui étaient non empathiques et qui, au fur et à mesure d'accompagnement, devenaient empathiques. Mais ils ne le devenaient pas seulement par rapport aux autres, ils le devenaient par rapport à eux. Et ensuite, ils pouvaient le devenir par rapport aux autres. Donc, on n'a pas toujours tous la même résistance, et c'est prouvé physiologiquement, si vous faites certains tests, que voilà, on n'a pas tous ce même niveau de résistance à tout ce stress qu'on peut encaisser. C'est-à-dire que pour l'un, une insulte, ben, c'est OK, et puis pour l'un, une insulte, c'est très très grave aussi. À nouveau, c'est relié à la vision et à la réalité des choses. Alors, sur la prochaine slide, je dirais qu'il y a un autre outil, moi, qui me paraît hyper important. J'ai découvert les messages contraignants il y a un bon nombre d'années, et je m'en sers beaucoup en accompagnement, notamment quand il y a du collectif. C'est de savoir celui qui va être parfait, celui qui va être fort, celui qui fait plaisir, celui qui fait des efforts. On en a tous de ces messages contraignants. Et puis, ils se combinent, en fait. Donc, à un moment donné, si je suis plutôt dans « sois fort », et puis l'autre, il est plutôt dans « fais plaisir » et « fais des efforts », vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'aime pas les généralités, mais ça, c'est une belle carte aussi, un bel outil de se dire à quoi ça vous sert d'être parfait, à quoi ça vous sert d'être fort, sans jugement. Pourquoi vous voulez être parfait? Pourquoi vous voulez faire plaisir? Je veux faire plaisir parce que je veux qu'on m'aime, parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je veux de la reconnaissance, parce que c'est ma place, en fait. Je suis là pour servir les autres. C'est quoi ce qu'il y a derrière à nouveau? Donc ça, c'est vraiment un bel outil que moi, j'aime beaucoup. Les gens sont parfois étonnés, hein, même des grands adultes, comme je dis, un jeune homme de 19 ans qui, après un an de coaching, m'a dit « Marie, je me sens un homme et ma sensibilité n'est plus un défaut. Je ne vais plus me laisser faire, mais ce n'est plus un défaut. » Et on a travaillé en partie là-dessus. Alors, un autre outil aussi, si on passe à la slide suivante, en fait, c'est se ressourcer. Alors, on sait tous qu'il y a plein de moyens de se ressourcer. Il y a 3 portes d'entrée pour se ressourcer. Il y a la partie cœur, vraiment exprimer ses émotions. Quand je dis exprimer ses émotions, parfois on ne sait pas les dire, on peut les écrire, on peut les dessiner, on peut les mimer pour les petits. Vraiment les extérioriser au maximum. Ça peut permettre, comme on dit, derrière l'émotion, il y a un besoin. Pour la colère, ben, il y a besoin de changement, tout simplement. Pour la tristesse, il y a besoin de réconfort. Je prends un raccourci, hein. Il n'y a pas que ça, on est d'accord. Il y a vraiment donc, 3 portes d'entrée. Les émotions, le cœur. Il y a aussi le corps, c'est-à-dire vraiment faire vivre ce corps. On est vivant. Donc, finalement, si on reste sans rien faire, sans activité, que ce soit faire du sport, que ce soit faire du vélo, que ce soit aller voir le copain en disant je vais à la salle de sport, peu importe, un petit, grand, mais trouver un moyen que le sport s'exprime et soit en mouvement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le stress et les effets du stress, ils aiment bien les habitudes. Donc, ils aiment bien, en fait, la passivité, ils aiment bien que le corps ne change pas, ni le reste d'état d'esprit. Et du coup, les effets du stress augmentent. Il y a aussi l'esprit, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des soucis à un moment donné avec un enfant qui n'arrivait pas à exprimer. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sentais sa colère. Et bien, on a pris un papier, on a pris tous les crayons, et on a juste, à fond la caisse, vraiment en hurlant, crayonné à fond la caisse. Une fois que l'enfant était finalement défoulé, parce qu'il ne pouvait pas dire des mots, c'était sa façon à lui décrire ou à l'écrire, puisque c'était un tout petit, je lui ai expliqué que cette émotion qu'il avait, il n'y avait pas de quelque chose qui n'était pas bon. C'était juste qu'elle avait envie de passer, puis elle avait envie qu'on prenne soin d'elle. Et donc, il a choisi une boîte. Et dans cette boîte, on a mis les feuilles, une fois qu'il avait vraiment la sensation d'avoir fini. Et ça peut se faire en classe à un moment donné, hein, quand vous avez des enfants qui sont vraiment déchaînés, de dire « vous y allez ». Le but, c'est pas de faire un joli dessin, d'être parfait à nouveau, d'être poli, parfait, gentil. Non, c'est d'y aller, d'exprimer. Et puis de se dire, voilà, eh bien, on va mettre dans le cabanon de l'école vos boîtes. L'émotion, à un moment donné, quand elle devient désagréable, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est que juste, elle envahit trop, elle parasite. Et du coup, l'idée de la mettre dans le cabanon, c'est un peu comme l'araignée qui passe. L'araignée, elle est sympa, elle vient pas faire de mal. Mais sa maison, c'est dehors.
Donc, c'est d'accueillir l'émotion, l'exprimer, et si à un moment donné, l'enfant a besoin d'y retourner pour rajouter à nouveau une feuille ou pour voir comment est devenu le dessin, il peut. C'est surtout pas de jeter ça. Donc, il y a les 3 portes, les émotions, le corps et puis l'esprit, vraiment. Alors, pour les plus grands, ça peut être analyser la situation s'ils le peuvent, ça peut être écrire, mettre des mots, c'est vraiment cette notion-là. Pour amplifier les émotions positives, alors voilà, on cligne des yeux 15-20 fois par minute, comme je l'ai fait, j'ai été influencée. Et notre cerveau est fait ainsi, c'est qu'en fait, il prête attention à ce qui est négatif. Si vous imaginez le nombre de fois que l'on cligne des yeux par minute et par jour, vous verrez que votre attention est vraiment attirée de plus en plus par le négatif. Donc, c'est pour ça que je disais amplifier les émotions positives. Ça a l'air de rien, mais de se dire, voilà, juste avant de dormir, qu'est-ce que tu as fait qui te a fait plaisir? De quoi tu es fier? Ou dans quoi tu as pris du plaisir? Qu'est-ce qui t'a touché aujourd'hui, mais positivement? Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à sourire. Juste 1 minute, mais j'ai réussi à juste regarder la maîtresse et j'ai souri. Voilà. Eh bien, sois fier de toi. Pourquoi avant de dormir? Parce qu'on mémorise notre journée pendant la nuit. Et on va mémoriser, dans ces cas-là, juste avant de s'endormir, pendant la nuit, une émotion, pas une émotion, mais quelque chose de positif. Et à force, en fait, de nourrir des émotions positives, de lister ses qualités, par exemple, d'identifier ce qui va bien. Alors, ça a l'air de rien, quand on est harcelé, on a vraiment une charge mentale importante, on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui va bien, je me fais insulter, je me fais bousculer, etc. En fait, plus on se laisse envahir par le négatif, plus ça va résonner en nous, au moindre signal, et puis aussi ça va envahir notre environnement, les frères, les sœurs, la famille, les parents, etc. Tout l'environnement, les copains, les copines qui vont aussi créer une distance. Donc l'idée, c'est de remettre un peu de positif à hauteur de ce qu'on peut, toujours avec bienveillance, mais vraiment pour arriver à ce que ce côté, on est vampirisé, comme les harceleurs qui se disent « je ne sais pas quoi faire de cette violence, j'ai juste envie de tabasser, et encore ça ne me suffit pas, une fois que c'est fini, j'ai envie de recommencer », eh bien voilà, de se dire « mais petit à petit, ça va pas être une solution, comme je disais, c'est une idée pour, à un moment donné, se réapprivoiser. » Maintenir en mouvement, moi je vous l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on est dans les habitudes, plus le stress monte, plus on prête attention à ce qui va mal, plus finalement tout ce qui est harcèlement a envahi notre vie et on est encore moins bien. Et la charge mentale augmente. Et on voit de moins en moins de solutions. L'idée, c'est de se dire, alors, des changements accessibles, c'est-à-dire peut-être simplement de faire un petit changement. Tiens, et si on réorganisait ta chambre? Pas complètement. Tiens, un truc qu'on pourrait améliorer dans ta chambre. J'ai envie d'un poster, ok, on fait un changement de poster. Un petit changement plus un petit changement, pour prouver à l'enfant que petit à petit, il pourra faire de plus grands changements, mais petit à petit. C'est pas le but de faire de grands changements. C'est qu'il réapprenne à se faire confiance, à voir ce qui lui plaît, à être touché par ce qui lui correspond, et surtout à le familiariser avec le changement, parce que ça, il va avoir une autre petit à petit, une autre vue de la réalité. La réalité, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, quand on prend des coups, et des coups, j'allais dire, émotionnels, psychiques ou physiques en nous, et bien en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on est dans cette réalité, je suis mauvais, je suis nul, ça va être toute ma vie comme ça. Parce qu'il n'y a plus cet espace-temps pour se dire la seconde d'après, non, ça ne va pas m'arriver, c'est plus possible. Donc toujours de capter, de se dire qu'est-ce qui se passe de bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de pas bien. Et on arrive à, oui, merci pour la slide, on arrive à finalement ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Ça, c'est un super outil. De lister ce qui m'appartient. Moi, si j'aurais envie de vous poser une question là maintenant, qu'est-ce qui vous appartient? Par exemple, pensez à vos qualités. Pensez à 3 qualités là maintenant. Juste 3 qualités, ça vous appartient. Pensez à quelque chose de la journée qui ne vous appartient pas. Un exemple tout simple, un neutre. Les bouchons, ça ne m'appartient pas. Pourtant, ça me stresse. Pourtant, il avait envie de me taper dessus, l'autre, mais non. Donc ça, c'est vraiment un outil aussi qui permet à un moment donné de dire réellement ce qui appartient, ce qui n'appartient pas. À nouveau, quand le harcèlement est très fort, ça devient difficile. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils en prévention, mais pour autant,
c'est toujours de garder le contact, parce que ça, c'est important, et de nourrir ça. Une fois que vous avez fait cet exercice, et je vous propose de le faire après la séance, alors que ce soit demain, après-demain, il n'y a pas de délai. Vous prenez une feuille A4, vous notez d'un côté ce qui ne vous appartient pas, d'un autre côté ce qui vous appartient. L'idée, c'est de vous laisser le temps de le faire. Des fois, ça prend 3 jours, des fois 2 heures. Peu importe. L'idée, c'est d'avoir la sensation, je suis allée au bout, j'ai noté tout ce qui m'appartient et tout ce qui ne m'appartient pas. Et ça, c'est faisable aussi en classe. Pourquoi tu prends la parole de l'autre? Pourquoi tu le bouscules sans arrêt, ou tu pousses sans arrêt ses affaires, ou tu marches sur sa veste? Qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Et une fois que vous avez cette sensation d'avoir fini, vous coupez la feuille, vous gardez ce qui vous appartient, parce que vraiment vous la gardez, un endroit précieux. Et puis ce qui ne vous appartient pas, vous déchirez, parce que symboliquement, en fait, il faut que ça parte. Donc déchirer, brûler, crayonner dessus jusqu'à ce qu'on ne voit plus. Un autre outil dans ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, qui est très important et qui n'est pas dans les slides, vous prenez une feuille et vous notez, en fait, vous faites 5 petits dessins de bonhommes. Moi, j'adore, donc 5 bonhommes, un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et chaque bonhomme a dit une phrase négative. Donc, vous notez à côté de chaque bonhomme la phrase négative. Et ensuite, une fois que vous avez posé ça, ça peut être très douloureux, donc de ne pas le faire à certains moments, j'insiste. Il faut vraiment que la personne ait envie de le faire et qu'elle se soit disposée à le faire. Et bien, en fait, tout de suite après avoir noté ces 5 phrases négatives, vous demandez à la personne d'écrire cette phrase négative en positif. Et puis d'écrire la deuxième phrase négative en positif, et vice-versa. Une fois qu'elle a écrit, et de barrer au fur et à mesure la phrase négative. Donc, j'écris une phrase positive, je barre la phrase négative, et jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. À nouveau, vous y allez à fond. Ensuite, vous arrivez à la fin et vous avez 5 phrases positives. Et vous demandez à la personne de les lire, les relire tranquillement et de garder la feuille. Et c'est un peu magique parce que finalement, c'est à nouveau s'approprier ce qui m'appartient et réapprivoiser la réalité des choses. Et puis, en fait, j'avais envie aussi au niveau collectif, quand j'ai accompagné sur la prochaine slide, merci beaucoup Nathalie, quand j'ai accompagné un projet scolaire, c'était pas seulement un projet scolaire, il y avait du harcèlement dans une école où il y avait 110 élèves, qui rayonnait malheureusement négativement sur toute la classe. Et bien pendant un an, j'ai contribué à ces séances de climat scolaire avec des réunions tous les 1 mois et demi. Il y avait bien sûr les enseignants, la directrice, la mairie pour le périscolaire, tous les délégués, qui voulaient participer. L'idée, c'est que pour moi, quand je dis nourrir la communication, en fait, c'est que les enseignants avaient fait un maximum du maximum depuis un an, même 1 an et demi, même 2 ans. Mais pourtant, ça se dégradait, et ça se dégradait, et ça se dégradait. Et nous, en tant que parents, on avait envie de taper du poing sur la table, de hurler et de dire « Mais qu'est-ce que vous foutez? Franchement, c'est vous qui êtes avec nos gamins, on vous les confie pendant une journée, et qu'est-ce que vous foutez ?» Mais en fait, quand on discute avec eux, eh ben, ils ont fait plein de trucs que nous, on n'a pas vus, et surtout, ils étaient bien intentionnés. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'en fait, il manquait d'outils, il manquait de formation. Et là-dessus, j'insiste, il y a beaucoup de profs qui manquent d'outils, de formation, de temps aussi pour se former, alors que c'est essentiel. Nourrir la communication, c'était simplement déjà de se parler entre eux, et de parler à la mairie, de parler aux parents pour dire « aidez-nous ». Et c'est ce qui a été fait. Ils ont eu le courage de dire « aidez-nous ». Et donc, on s'est tous réunis régulièrement, en se soutenant, sans jugement, en disant par contre qu'on n'était pas d'accord. On n'hésitait pas en disant non, dans la classe, là, moi, je ne suis pas d'accord. Ce qui se passe, ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, on a parlé de la communication. On a parlé, par exemple, de mettre en place des panneaux sur les besoins. C'est quoi les besoins? J'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin de silence dans la journée, j'ai besoin de... Donc, un arbre à besoins. Ça peut être aussi une boîte à non. Tiens, je mets une boîte pour dire non, je ne veux plus me faire harceler, je ne veux plus me faire insulter, etc. Ça permet de ne pas aller voir la maîtresse sans arrêt, ou l'instit, ou le directeur, pour dire je suis en danger, aidez-moi. Donc c'est de manière discrète, on ne sait pas ce qui est mis dedans. L'atelier des communications, alors ça on avait proposé des ateliers de communication, moi j'aime beaucoup, ça peut être avec un jeu de cartes vierges, faire sur les compétences. Chacun tire des compétences et parle des compétences de soi, des autres. Mais ça peut être aussi du théâtre d'improvisation,
ça prend quoi? Ça prend 1 heure dans la semaine, en fait. Et je sais que les profs ont un programme chargé. Mais en fait, c'est prouvé que si des fois on prend 1 heure régulièrement, finalement, et bien ensuite, ça va permettre de diminuer les conflits. Donc un théâtre d'improvisation, c'est par exemple, tous les élèves se mettent en ligne et puis ils doivent raconter une histoire, mais ensemble. Et Marie, pardon. Marie, je suis désolée, je te coupe un petit peu, mais on va devoir raccourcir parce que là, on commence à bien déborder sur le timing initial. Je voudrais garder un petit peu de temps pour Guy et pour le témoignage. Est-ce que tu as juste une chose peut-être à rajouter pour conclure? Oui, alors je vais passer à la conclusion. C'est gentil, merci beaucoup. Donc je dirais la conclusion, en fait, c'est tout simplement en tant qu'accompagnant déjà, d'être bienveillant avec vous-même. Tant que vous essayez d'accompagner, vous êtes déjà dans un mouvement et de ne rien lâcher. Mais par contre, d'être bienveillant avec vous-même, parce que plus vous serez bienveillant avec vous-même, plus vous serez aussi bienveillant avec la personne. Ensuite, l'autre chose, c'est de communiquer. Comme je viens de le dire là, c'est vraiment que ce soit avec les profs, que ce soit avec le directeur, que ce soit avec d'autres parents, que ce soit avec la police, l'inspection, une psychologue, peu importe, l'association. C'est vraiment communiquer parce que ça, c'est vraiment ma conclusion. Je vous remercie d'être ici. C'est comme ça, en fait, que ça avance le mieux, tout simplement. C'est qu'en étant ensemble, on avance beaucoup mieux parce qu'on a des outils complémentaires. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour tout le monde. Merci beaucoup et désolée d'avoir été un petit peu longue. Donc, nous avons maintenant terminé notre partie axée sur la sensibilisation et les solutions. Et allons maintenant laisser la parole à Guy qui va partager son expérience post-harcèlement. Merci Guy. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer ici ce soir. On a parlé de choses extrêmement intéressantes et je me suis beaucoup reconnu dans tout ce qu'on a pu évoquer. C'est assez étrange pour moi de parler de ça ce soir parce que bon, cette année, je vais sur mes 34 ans et j'ai passé mon bac il y a déjà une quinzaine d'années, donc j'ai été harcelé du CP à la terminale. Donc, ça fait déjà longtemps, mais justement, comme on l'a évoqué, on a des traumatismes qui se manifestent sur la durée, parfois avec énormément de retard, des choses qui sont apparues pour moi il y a à peine quelques années. Hein. Certaines choses se sont développées après, effectivement, pendant la période de harcèlement. Je pense notamment à du stress post-traumatique que j'expérimente toujours aujourd'hui. Il se passe jamais un jour où je vais pas, si je me balade dans la rue ou quelque part, je vais toujours avoir, entre guillemets, un œil derrière moi. Je vais toujours observer tout ce qui m'entoure, être toujours sur le qui-vive. Je vais... quand je rentre dans une pièce pour une consultation ou quoi que ce soit, il faut toujours que non seulement que j'analyse la pièce, mais que j'analyse toutes les portes de sortie éventuelles. Et en général, je fais en sorte de ne jamais tourner le dos à une porte ou à une fenêtre parce que j'ai besoin de voir ce qu'il y a en fait là où il peut se passer quelque chose, si une personne peut rentrer ou quoi que ce soit. Une autre chose, bon évidemment j'ai souffert énormément de symptômes dépressifs, je souffre toujours de stress et d'anxiété chronique, j'ai beaucoup de symptômes physiques aussi, beaucoup de douleurs dans le corps. C'est le corps qui s'exprime, de tout ce qui n'a pas pu s'exprimer pendant toutes ces années. Et un autre point important, c'est toutes les maladies effectivement psychologiques. On a parlé de dépression et puis les envies suicidaires, qui est un point important à évoquer ce soir parce que je n'oublie pas que je suis vivant aujourd'hui, je suis en vie, je suis un survivant parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette chance malheureusement.
c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment. Je sais que j'ai vécu des choses qui sont graves, mais je n'avais pas vraiment conscience à quel point, et j'ai vraiment pris conscience que j'aurais vraiment pu y laisser la vie à bien des reprises, et que j'ai de la chance d'être encore là aujourd'hui pour pouvoir vous parler. Et j'évoquerai un dernier symptôme qui est assez représentatif justement de tout le chemin parcouru. C'est que je souffre aussi beaucoup depuis plusieurs années de troubles dissociatifs, à savoir que j'ai subi tellement de traumatismes, d'une telle violence, que différentes parties de moi se sont dissociées de moi-même. C'est un peu comme si vous aviez l'image d'une route, que le Guy enfant s'arrête sur le bord de la route parce qu'il en peut plus, il veut plus avancer, il veut plus continuer parce que c'est trop dur, et que du coup un autre Guy prenait sa place, le laissait là sur le bord de la route, l'abandonnait là pour pouvoir continuer à avancer, et que ce phénomène s'est répété à de nombreuses reprises, ce qui fait que j'ai grandi sans pouvoir me construire, sans pouvoir définir une véritable personnalité, parce que finalement, ma personnalité elle a surtout été définie par ce que les autres me renvoyaient comme image, donc en des termes extrêmement négatifs, et ce qui a fait que j'ai longtemps vécu avec une haine de moi, énormément de mal-être et une très mauvaise estime de moi, aucune confiance envers moi-même et envers les autres, et une grande timidité. Et la difficulté du trouble dissociatif, c'est que justement toute cette part de moi-même que j'ai abandonnée sur le bord de la route, elles encapsulent avec elles des souvenirs. Donc pendant longtemps, j'ai perdu beaucoup de souvenirs. Je me souvenais de choses évidemment, mais j'avais très peu de souvenirs finalement de mon existence. C'était toujours la plupart du temps des souvenirs à court terme. Parce que même le harcèlement ou quoi que ce soit, j'y pense plus tellement. Et c'est extrêmement grave d'en prendre conscience, de se dire qu'on arrive même à perdre la mémoire, à perdre pied, à ne plus savoir qui on est, à ne plus savoir où on est, à se demander même ce qu'on fait là, et est-ce que ça valait le coup finalement de se battre si c'était pour se renier, pour s'abandonner. Mais comme ça a été si bien dit ce soir, effectivement, c'est que oui, ça en vaut la peine, oui, c'est un travail de longue haleine, oui, c'est un combat. En ce qui me concerne, c'est un combat quotidien, malgré toutes ces années, et ça m'arrive de baisser les bras, je suis humain, mais je veux garder en tête cette force, cette détermination qui m'ont mené jusqu'ici, pour dire, pour transmettre ce message, de dire que effectivement, comme ça a été évoqué ce soir, il faut en parler, il faut l'exprimer, il faut appeler à l'aide. En ce qui me concerne, c'est une thérapie qui m'aide beaucoup, parce que je n'en serais peut-être pas sorti sans, ou en tout cas, ce serait beaucoup plus compliqué pour moi. Donc oui, c'est parfois extrêmement difficile, c'est passer par des hauts et des bas, c'est traverser les enfers en un certain sens, et on se sent parfois très seul, abandonné, mais pourtant on est loin d'être seul, on est loin d'être abandonné, on est tellement dans ce cas-là, et on mérite de vivre, on mérite d'être aimé pour ce que l'on est, on mérite d'être respecté, d'être écouté, et d'avoir une estime de nous-mêmes. Et c'est pour ça que non seulement je me bats pour vivre, pour m'exprimer, pour faire entendre ma voix, mais je me bats aussi pour toutes les victimes de harcèlement, celles qui l'ont été, celles qui le sont encore, et qui malheureusement le seront à l'avenir. Tout ça, ça doit cesser, parce qu'effectivement, c'est les conséquences, comme on l'évoquait, elles peuvent être physiques, effectivement, parce que j'ai aussi connu des agressions physiques, mais les conséquences psychologiques sont extrêmement lourdes, extrêmement destructrices, dévastatrices. Et
personne ne mérite de vivre ça. Donc, je souhaite vraiment qu'on puisse apporter des solutions à ce fléau pour que ça ne se reproduise pas, parce que c'est extrêmement difficile pour soi, pour son entourage, et ça détruit des vies. Et c'est quelque chose qui, selon moi, est inacceptable. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longuement. Je vous remercie encore infiniment de m'avoir donné la parole ce soir. Et merci pour tout. Et continuons le combat. Merci. C'est nous qui vous remercions, Guy, pour votre présence ici, pour votre témoignage et d'avoir partagé avec nous un bout de ce que vous vivez. Parce qu'effectivement, voilà, ça nous renforce et ça nous réconforte dans la mission, hein, que nous avons dans cette association. Et je vous souhaite tout de bon pour la suite. Voilà, vous vous battez beaucoup, je sens que vous avez une grande force. Donc voilà, nous pensons bien à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Guy. C'était sincèrement très touchant. On a senti, même si c'était à travers un écran, enfin moi je parle pour moi, on a senti l'émotion, on a senti votre force, on a senti votre sensibilité, vos blessures, mais vous êtes là et vous avez la volonté de témoigner, de partager. C'est extrêmement fort et c'est extrêmement gratifiant pour les victimes actuelles, les futures, et vous nous aidez énormément. Donc pour ça, franchement, merci. Merci à vous, merci. Alors, c'est difficile d'enchaîner quand même après tout ça. Alors, on va passer maintenant à la discussion et au débat. Donc maintenant, c'est à vous. Vous avez la parole. Dans le chat, on a eu quelques petites informations, quelques petites questions. Donc, on a Bessac P, je n'ai pas le prénom, je ne veux pas commettre d'impair. Donc, je vais lire. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais je serais pour que chaque établissement scolaire dispose d'un adulte référent chargé d'être une oreille pour les harcelés, mais aussi qui puisse accompagner, intervenir au sein de l'établissement et même au-delà, c'est-à-dire juridiquement si nécessaire. Il faudrait bien sûr une personne formée, sensibilisée, discrète. Ça pourrait être un professeur, un CPE, etc. etc. Donc, c'est une remarque judicieuse. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre de l'association Nicole? Oui, merci beaucoup pour votre question, qui est, bon, remarque, question, qui est très pertinente. C'est justement le projet du ministère de l'Éducation nationale de mettre dans chaque école un référent harcèlement scolaire. Mais moi, personnellement, je me demande, parce que vous dites peut-être un professeur en CPE, moi, je me demande, je réfléchis beaucoup autour de cette question parce que, comme je vous ai dit, j'ai accompagné des enfants qui harcelaient. Et j'ai pris beaucoup de temps avec eux et avec chacun, j'ai essayé de leur poser la question parce qu'on a une vidéo sur laquelle on travaille avec un enfant qui harcelait, tout ce qu'il a vécu, voilà. Et je leur pose la question, si toi, tu avais été à la place de ces témoins, qu'est-ce que tu aurais fait? Et toi, en tant que, si tu sors de ce rôle de harceleur, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Et ils disent, bah, je pense que j'aurais dû aller parler à ses parents. Et j'allais plus loin avec eux. Et s'ils n'avaient pas eu de parents? Parce que pour moi, dans ma tête, comme vous dites aussi, c'est que si je suis à l'école, ben je me dirige vers un adulte de l'école et je signale ça.
Et il dit, bon, je parlerai à mes parents. Je dis, mais vous ne pensez pas aller vers un CPE, vers un surveillant, vers un professeur qui est plus proche de vous, que vous aimez ou... Il dit, ah non, jamais, jamais. Parce que j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Mais j'ai peur, un, que je serai traitée comme balance, et deux, qu'ils vont se retourner contre moi. Et je ne pourrai jamais aller vers un adulte dans l'école. Et je suis allée plus loin. J'ai dit, mais si jamais, parce que nous, on envisage, voilà, c'est un rêve, un projet potentiel, de faire une étude pilote dans un collège où quelqu'un de l'association va 2 fois par semaine, là, 1 heure, 2 heures, être disponible que pour ça. Et justement, c'est pour ça que j'ai posé la question, mais si quelqu'un de l'extérieur viendrait là, il sera là que pour vous et pour ce genre de problématiques. Elle dit, même comme ça, j'irai pas. Parce que quand même, on est dans l'établissement scolaire et tout le monde me voit et c'est la même chose. Donc pour moi, je pense que si le ministère veut faire quelque chose avec l'argent qu'ils ont, c'est plutôt de mettre de l'argent dans des institutions, je ne sais pas, qui sont à l'extérieur, qui viennent de l'extérieur, pour que les enfants ils aillent vers ces professionnels-là. Voilà, je ne sais pas, c'est ma réflexion très, très personnelle, aussi toujours en partant de notre expérience de cette association. J'ajouterais qu'il y a la méthode partagée qui est beaucoup explorée, en tout cas, et qui permet justement que les enseignants aussi, avec le soutien de l'inspection et puis une psychologue, puissent être aidés, aussi bien pour les harceleurs que pour les harcelés que pour les observateurs. Elle fonctionne très bien. Elle n'est pas partout en France, mais je sais qu'elle se développe de plus en plus. Et il y a l'idée de la boîte, justement. Parfois, on n'a personne à qui se confier. Par contre, de déposer une boîte à certains endroits qui peuvent être judicieux, hein, j'entends, mais c'est prouvé qu'à un moment donné, on peut collecter des informations de manière neutre. Et l'idée, c'est en général, bien sûr, que ce ne soit pas un enfant qui dépose un mot. C'est pour ça que je disais à un atelier, par exemple, dites-moi vos besoins, dites-moi qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui a amélioré. Et nous, on l'a fait dans le projet scolaire et les enfants ont donné des solutions sur la communication, sur plein de choses. Et ça permet, dans ces cas-là, c'est tous les enfants qui contribuent dans la boîte et donc on ne peut pas identifier celui qui a balancé, entre guillemets, un problème sérieux. Et ça paraît anodin, mais ça fonctionne très bien aussi de manière discrète. Je voudrais aussi compléter la réponse donnée par Nathalie dans le chat par rapport au prix. Donc, notre association, espérons qu'on aura des intervenants parce que maintenant, pour le moment, on est un peu dans une situation difficile justement par rapport aux interventions dans les écoles. Mais on ne veut pas que les écoles... que pour les écoles soit un empêchement le paiement d'une association pour qu'elle intervienne. Donc, s'il y a une petite école, je ne sais pas, dans un petit village de montagne qui n'a pas de revenus, qui n'a pas d'argent, nous, on peut toujours faire ça. Même nos prix sont tellement bas parce qu'on ne veut pas faire de l'argent, mais on n'a pas le choix parce qu'on doit, on doit fonctionner et on n'a pas d'argent. Donc, les prix d'une association qui a été contactée sur Paris, pour vous dire, c'est pour 4 heures, 1 000 €. Donc, pour les petites écoles, on fait des gestes. On va aller même gratuitement s'ils n'ont pas la possibilité pour la sensibilisation. Merci, Nicole. Alors, sauf erreur de ma part, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. On a beaucoup de réactions suite au témoignage de Guy, donc je trouve ça super. J'espère que Guy, ça vous aidera aussi un petit peu. Donc, si quelqu'un a des questions là en live, en direct surtout, n'hésitez pas à prendre la parole, soit par l'intermédiaire des réactions, de l'icône réaction, soit en coupant votre micro. Et justement en activant votre micro et en posant votre question. Donc la parole est à vous. On vous écoute. On attend vos réactions, vos commentaires, vos questions, vos réflexions, vos idées.
N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Hein. Il n'y a pas de questions? On a tellement été super pro qu'on a couvert tous les domaines, Non, n'hésitez pas, sérieusement, on est vraiment là pour vous. Vous avez la gentillesse de nous accompagner, bien qu'on ait débordé largement sur le planning initial. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous aussi, avec grand plaisir. Alors, sachez que si vous avez à nouveau des questions, des remarques, des retours, des suggestions, vous pourrez nous les partager par l'intermédiaire du site internet parlejetecoutte.fr, www.parlejetecoutte.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On est vraiment sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez vraiment nous trouver facilement. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos suggestions, vos questions, vos commentaires. Et j'ai aussi une petite remarque. Donc, comme l'a dit Nicoletta, comme on l'a tous dit, on a besoin d'intervenants. Donc, je réitère l'information si vous êtes intéressé, si vous souhaitez être formé au sein de l'association, si vous connaissez des gens susceptibles d'être intéressés, n'hésitez pas à nous le partager. Et si vous voulez aussi aider modestement l'association, comme on est une association de loi 1901 à but non lucratif, on a des cotisations annuelles pour devenir membre, si vous souhaitez devenir membre de l'association, et la cotisation est à 15 €. Donc, si vous souhaitez, c'est avec plaisir qu'on vous accueille en tant que membre. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Je pense aussi que la force de l'association, c'est de proposer des personnes qui ont différents parcours, différents outils qui sont complémentaires. Et ça, c'est aussi une force dans l'association. Parce que quand vous allez vers une seule personne, un seul professionnel, et bien parfois, il vous manque justement cet accompagnement collectif. Alors que là, vers une association, et bien le but de l'association, justement, c'est aussi de vous permettre de vous tourner vers différents professionnels, mais eux ont cette complémentarité aussi. Et je trouve que ça, c'est une vraie force de l'association, en tout cas pour moi, et c'est pour ça que je suis en tout cas touchée par l'association. Justement, Marie, oui, merci pour cette remarque. Et s'il n'y a pas de questions ou d'autres remarques, voilà, et que notre soirée elle prend fin, je voudrais remercier en tant que présidente de l'association, donc à vous tous, pour votre participation, pour votre temps, pour votre intérêt. Je voudrais remercier tous les intervenants et les membres actifs de notre association qui ont fait un travail extraordinaire et qui font chaque jour un travail extraordinaire. Tous les membres de l'entreprise Bilaxel Formation Informatique qui nous a aidés avec la partie technique pour que cette vidéoconférence se déroule dans de bonnes conditions. Donc, merci beaucoup, Alex. Je voudrais remercier la maison d'édition Ufacora pour la réalisation des flyers et pour leur soutien aussi. Merci, Hugues. Comme Nathalie l'a dit, la farfouille. Au Dauphiné libéré de Thonon-les-Bains qui a mis et hier et aujourd'hui des annonces dans leurs journaux pour cette soirée, mais malheureusement, on se rend compte que peut-être quand on est touché, on est plus attiré par ce genre de soirée. Je voudrais remercier aussi à la mairie de Douvaine pour la salle qu'ils nous mettent à disposition et pour leur précieux soutien et leur confiance, parce qu'ils nous font toujours confiance. Je voudrais remercier à toi, Guy. Vraiment un grand merci. Moi, j'étais très, très touchée jusqu'aux larmes. Surtout que je te comprends en tant que président de l'association, mais aussi en tant que maman d'un petit qui a souffert, qui a eu beaucoup de choses en partie de tout ce que tu dis. Mais grâce à Dieu qu'on a pu prendre ça à temps et faire des choses pour lui, pour qu'il se remette. Et maintenant, il s'épanouit, c'est un enfant qui fonce, qui voilà. Et je laissais à la fin mes remerciements pour une jeune auteure. Elle s'appelle Maëlle Lapierre. C'est une jeune qui a écrit un livre qui s'appelle Le silence était révélateur. Je vous la montre un peu. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un roman. On l'a sur le site, là, sur voilà.
C'est un roman qu'elle a écrit qui est très, 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 très touchant. Moi, je viens de le finir. Je voudrais juste, en termes de conclusion, vous lire un passage pour voir combien c'est prenant et dur. Je suis fatiguée, lasse de tout. Mon cœur, mon corps sont blessés. Même mon âme souffre. Je ne suis que douleur. Je suis fatiguée de vivre, de tenter de garder la tête hors de l'eau pour seulement quelques secondes, sans pouvoir penser à ce qui m'attend. La vie m'a emportée dans son grand torrent impitoyable. Je me suis noyée. Je suis fatiguée, tellement fatiguée. Tout ce qu'ils me font subir, c'est trop, beaucoup trop. Je ne peux plus le supporter. J'atteins ma limite. Et pourquoi j'ai tenu quand même à présenter ce livre un peu, c'est que cette jeune auteure, elle nous a contacté il y a quelque temps en arrière en nous disant qu'elle veut verser ses droits d'auteur à notre association. Et je voudrais remercier à Maëlle pour son geste et pour ce livre, pour l'écriture de ce livre. Et avant de vous dire au revoir, je tiens aussi à dire que nous devons être très attentifs à nos enfants, à ce qu'ils nous disent et surtout les croire, et leur donner la possibilité de parler de ce qu'ils vivent. On a tellement de familles de partout en France qui nous contactent et qui nous disent mon enfant il est harcelé, et on les écoute et c'est vraiment du harcèlement scolaire. Et il dit mais malheureusement tout s'est tourné envers mon enfant parce que lui il est devenu très violent, très agressif, et maintenant les profs ils disent mais c'est lui. Vous vous rendez compte ce qu'un enfant peut vivre quand il a des retours comme ça et des remarques comme ça. Donc le cœur de l'enfant il est tellement précieux et tellement sensible qu'on doit prendre soin de ça. Et vraiment pour finir, je vais vous laisser sur l'image des deux pommes. Vous voyez ces deux pommes, elles sont belles, elles sont rouges, bien rouges. La peau brille, hein? Je ne sais pas si vous voyez, mais je la vois très bien. Et quand on le voit de l'extérieur, on dirait « Waouh, quelle jolie pomme !» Et maintenant, je voudrais couper les deux pommes en deux. Et je vous montre l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Voilà. De cette partie. Voilà, je m'éloigne un peu. Donc voilà, ça c'est une pomme. Et je vais vous montrer l'autre pomme. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous me voyez là? On te voit, Nicole, on t'entend, mais on ne voit pas la pomme. Ah voilà, là on la voit. Voilà. Vous voyez l'intérieur de cette pomme? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Vous voyez bien la différence? Bon, je vais vous dire, cette deuxième pomme, elle a été battue, elle a été humiliée, elle a entendu des mots blessants, et l'intérieur, il est bien marqué avec, je ne sais pas si vous voyez là les taches. Donc, le message que je veux vous transmettre à travers cette image de la pomme, c'est vraiment qu'on a devant nous des enfants, mais on ne voit pas leur intérieur. C'est pour ça qu'on doit faire tout pour être avec eux et pour faire attention à ce qu'ils vivent. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Passez un bon week-end. Et n'hésitez pas à nous écrire, à nous laisser des messages. Voilà, si jamais il y a d'autres questions ou vous avez besoin de notre aide ou pour des enfants, pour des écoles. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir. Merci les intervenants, merci à tout le monde. Et pourquoi pas, à une prochaine fois, on a envisagé de faire une journée contre le harcèlement en octobre, mais en présentiel parce que c'est plus facile et plus parlant aussi.
Voilà. soirée. Merci, Alex. De rien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à Prenez soin de tous. vous. Bonne Au revoir. soirée. à Bonne tous. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bon week-end. Au revoir. Merci, Soraya. Merci, Alexandra. Bonsoir à tout le monde. Je vois des gens que je connais.